Et alors, c'est parti. Donc, nous avions l'exercice en premier, numéro 14, page 203 de votre livre. Et donc, dans le référentiel géocentrique galiléen, un satellite en orbite, modélisé par le point S, est soumis uniquement à la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre. Alors, on a représenté cette force d'interaction gravitationnelle. Effectivement, c'est une force qui s'exerce de la Terre sur le satellite. Donc, c'est normal qu'elle soit orientée comme ça. Bon, là, je dessine le centre de la Terre. Est-ce que vous vous souvenez de la définition ou comment on définit le référentiel géocentrique? Vous voyez, en même temps, je fais des petits rappels. Qu'est-ce qui le différencie du référentiel terrestre, en fait? C'est le centre de la Terre. C'est le centre de la Terre, alors que terrestre, c'est pas que la surface, monsieur. Il y a 3 axes qui sont tournés vers des étoiles. C'est ce qui permet de définir son centre. Oui. C'est-à-dire que le référentiel géocentrique, il a ceci de particulier, c'est qu'il s'affranchit. Vous connaissez ce mot, s'affranchir? Ça veut dire qu'il se débarrasse de la rotation de la Terre. Donc, on prend en compte le centre de la Terre, et puis les 3 axes pointent, comme quelqu'un l'a dit, vers des étoiles éloignées. D'accord? Donc, ça permet de se débarrasser de la rotation de la Terre. Alors, si on faisait un schéma vu du dessus, parce que là, vous ne vous rendez peut-être pas bien compte, si on fait un schéma vu du dessus, admettons que le satellite tourne autour de la Terre comme ceci, eh bien, on a la Terre et le satellite qui va faire un mouvement. Bah, quel est le type de mouvement, en fait, qu'un satellite fait autour de la Terre? Vous savez ça ou pas? Circulaire. Ouais, ça peut être circulaire. Ça peut être aussi une ellipse. Alors, admettons que ce soit circulaire. Voilà. Mon cercle n'est pas beau du tout, mais c'est pas grave. Que peut-on déduire sur la nature du mouvement et sur le vecteur vitesse vs du point S? Alors, quelqu'un me propose une solution? Moi, j'ai mis qu'il était constant, monsieur. Alors, non. Alors, c'est pas grave, hein, justement, c'est intéressant de faire des erreurs. Pourquoi je sais que le vecteur vitesse vs, il ne peut pas être constant? Ça ne peut pas être un vecteur constant. Pourquoi? Parce que le satellite, il est soumis à une seule force. Exactement. Donc, comme le satellite il est soumis à une seule force, c'est la force d'interaction gravitationnelle. Cette force, si elle est toute seule, elle ne peut pas être compensée. Donc, d'après le principe d'inertie, on sait déjà que le vecteur vitesse ne va pas pouvoir être constant. C'est-à-dire que déjà, le satellite ne peut pas être immobile, ça on s'en doutait, mais surtout son mouvement il ne peut pas être rectiligne, uniforme. Alors là, on ne nous disait pas si c'était circulaire ou autre. C'est moi qui vous ai demandé, d'après vos connaissances, vous pouviez me dire que c'était circulaire. Quand on a un mouvement circulaire, à votre avis, est-ce qu'on peut dire circulaire uniforme ou ça n'existe pas? Le vecteur vitesse, si je le représente, il est comme ça. L'instant d'après, il est comme ça. Puis après, comme ça, etc., etc. Est-ce que vous pouvez me décrire la variation de ce vecteur vitesse là? Est-ce que sa valeur peut être constante? C'est-à-dire Oui. Oui, sa valeur elle peut être constante. Est-ce que la direction est constante? Non. Non. Donc voilà, c'est pas un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement, là, dans ce cas-là, circulaire uniforme. Ah si, j'ai un truc à rajouter, c'était pas demandé. Oui, je savais que j'avais un truc à vous rajouter. Petite question. Là, je vois une force qui est dirigée vers la Terre. Et moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit quand je vois ça, c'est mais pourquoi le satellite, il ne s'écrase pas vers la Terre? Pourquoi le satellite ne s'écrase pas vers la Terre alors que je vois qu'il y a une force qui aurait tendance à l'attirer vers le centre de la Terre? Il y a une autre force qui est contre cette force. Oui, la Terre, il n'y a pas d'autre force. Il n'y a pas d'autre force, hein. Réfléchissez bien.
si je fais un diagramme objet-interaction pour le satellite, eh bien, il est en interaction avec la Terre. Si une force à distance, c'est la force d'interaction gravitationnelle. En fait, le satellite, il va tellement vite qu'il va manquer la Terre à chaque fois. Il tombe, mais il va jamais réussir à tomber sur la Terre. Ah, et ça, tu l'as vu où? C'est ton intuition ou quelqu'un te l'a déjà appris? Je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne me rappelle plus trop où. D'accord, bon, bah, c'est bien, parce que c'est la bonne réponse. Donc voilà, c'est un petit complément à cet exercice. Normalement, cet exercice, il n'était pas censé être aussi long. Mais en tout cas, vous voyez que le satellite, il est en interaction avec la Terre par la force d'interaction gravitationnelle. C'est cette force F de T sur S. Et là, s'il y avait une autre force, bah, il faudrait trouver qui est l'acteur de cette deuxième force. Alors, vous pouvez réfléchir un peu, mais vous n'allez pas trouver l'autre acteur. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de deuxième force. Il n'y a pas de deuxième force, il n'y en a qu'une seule. Et donc, voilà pourquoi la question, elle était, eh bien, légitime. S'il n'y a qu'une seule force, pourquoi le satellite ne s'écrase pas sur la Terre? Alors, en fait, vous avez raison. Newton, encore lui, avait expliqué cette situation de satellisation avec un schéma comme ça. Il avait dit, imaginez la Terre comme ça, et sur cette Terre, on va dessiner une montagne disproportionnée. Voilà. Donc là, vous imaginez bien qu'avec les proportions de la Terre, ça serait une montagne immense. Ensuite, il avait dit, imaginez un boulet de canon qui est tiré du haut de cette montagne et qui tire un projectile donc, de façon horizontale. Eh bien, lors du premier tir, par exemple, le boulet de canon, bah, il va partir comme ça vers la droite et puis au bout d'un moment, il va tomber. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si le boulet de canon il est tiré plus fort? Eh ben, il va aller plus loin. Il va aller plus loin. Il va tomber plus loin. Et puis encore un peu plus fort. Il va tomber encore plus loin. Vous voyez où je veux en venir? Newton a expliqué la À un moment, ça satellisation fait comme ça. tour de la Terre. Et voilà, c'est ça. Newton a expliqué la satellisation grâce à ce petit schéma. Bien sûr, il y avait tous les calculs qui allaient avec, mais en fait, un objet est satellisé, c'est parce qu'il a une vitesse initiale. Ici, quand je dis un boulet de canon qui est tiré par un canon, c'est qu'on lui donne une vitesse initiale. Il a une vitesse initiale suffisante pour... Bah, il n'en finit jamais de tomber, en fait. Il tombe tellement loin qu'il ne pourra plus jamais rencontrer la surface de la Terre et il est satellisé. Donc, avec les vrais satellites, on n'a pas de montagne comme ça, imaginaire. Donc, avec les vrais satellites, ce qui se passe, c'est que lorsque les fusées lancent, eh ben, d'abord, il y a une phase de montée, et puis après, la trajectoire, elle est corrigée, et puis après, il y a une mise en orbite qui se fait en corrigeant la trajectoire, comme ceci. Voilà comment ça se fait pour un vrai satellite, d'accord? On n'a pas de montagne immense. Mais voilà, donc l'idée, c'est que même s'il n'y a qu'une seule force, le satellite, il ne s'écrase pas sur la Terre, parce que en fait, il n'en finit pas de tomber. Il tombe, mais comme il avait une vitesse initiale suffisante, si vous voulez, on lui a donné une vitesse de travers, comme ça, eh ben, il est attiré par la Terre. Il aimerait bien tomber vers la Terre, entre guillemets, mais cette vitesse initiale, eh bien, fait que il n'en finit jamais de tomber. Et voilà ce que c'est que la satellisation. Monsieur, juste du coup, la réponse au 14, c'est un mouvement constant circulaire? La réponse au 14, c'est que peut-on dire sur la nature du mouvement et sur le vecteur vitesse VS du point S, pardon, c'est que le mouvement, il ne peut pas être rectiligne uniforme, et que le vecteur Vs ne peut pas être un vecteur constant. Voilà. Tout ce que j'ai raconté en plus, l'histoire de la trajectoire circulaire, etc., c'est juste une supposition, parce qu'on peut avoir d'autres types de trajectoires. On peut aussi avoir les trajectoires elliptiques. D'accord? Donc voilà, c'est ça la seule chose qu'on pouvait dire avec le 14. Donc, nous avons ce deuxième exercice. On nous dit que le système, c'est la jeune femme équipée de son jetpack, qu'elle est soumise à une force verticale vers le haut, exercée par l'eau
en fait, c'est l'eau qui est chassée du jetpack et qui exerce une force de 1600 newtons vers le haut, alors que son poids a une valeur de 1200 newtons, et vous savez que le poids, il est vers le bas. Donc, représenté en G, les forces qui s'exercent sur le système dans le référentiel terrestre, avec cette échelle. Bon, alors, là, il y avait une échelle qui était donnée, donc 1 cm correspond à 800 newtons. Donc, 1600 newtons, ça va être représenté par un vecteur qui fait quelle taille? 2 cm. 2 cm. Et si vous faites une petite règle de 3, rapidement, pour la deuxième, 1200 newtons, ça va être représenté par 1,5. un vecteur qui fait 1,5 cm. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Donc, si je veux représenter on ne va pas représenter tout le schéma de la jeune fille, puisque en plus c'est compliqué de voir exactement d'où part cette force F verticale qui vient de la propulsion de l'eau. Donc effectivement, il y a des cas comme ça où lorsque c'est compliqué, ben, on représente en fait les forces au centre de gravité du système. Le système là, c'est elle, la jeune femme, plus son jetpack. Donc si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, je vous l'ai déjà expliqué l'autre fois, une modélisation, c'est-à-dire une simplification de la réalité. Au lieu de représenter ça et de représenter les forces sur ce schéma, sur cette photo, on fait une modélisation, c'est-à-dire qu'on dit bah, finalement le système se résume au point G, le centre d'inertie qui est à peu près là. Et donc, eh bien, vous représentez le poids de quelle façon? Je vous écoute. Bah, Vers le le poids bas. vers le bas, un vecteur de 1,5 cm du coup. Ok. Donc 1,5 cm vers le bas. Moi, je ne peux pas le faire à l'échelle. Voilà. J'ai du mal à le faire droit aussi, vous pouvez voir. Et puis la force, on va l'appeler F. Eh ben, elle fait 2 cm. Donc d'après, vous l'avez appelée comment, vous, cette force-là? Force de E sur F. Oui, c'est oui, exact. C'est la force de l'eau qui s'éjecte, qui va exercer sur la femme eh bien, une poussée vers le haut. Donc voilà, vous pouvez l'appeler comme ça. F de O sur femme. Et même si mes schémas ne sont pas moi à l'échelle, on voit bien que F est plus grande que P. Donc, faire la somme vectorielle des forces sur le schéma précédent. Alors, on en a parlé lors de la dernière leçon. Et même si vous avez revu la vidéo, j'ai montré une petite construction pour expliquer comment ça fonctionnait. Qu'est-ce que ça donne si je fais la construction, la somme vectorielle de façon graphique avec ces deux vecteurs? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez représenté? Ça donne quoi si je fais ce vecteur-là plus ce vecteur-là? C'est pas nul. C'est pas nul. Mais encore, est-ce que vous l'avez faite la construction? Peut-être vous avez regardé le tuto maths pour voir de quoi. Qu'est-ce qu'on attendait de vous? Ben, on arrive au-dessus du point G. Alors, la somme de ce vecteur-là plus ce vecteur-là, ça va faire un vecteur vertical également, parce que les deux sont verticaux. Vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Oui. 0,5 au-dessus. Exactement. 0,5 cm au-dessus, si on garde la même échelle. En gros, ça fait que les 2 cm vers le haut, vous leur retranchez les 1,5 cm vers le bas, il reste 0,5 cm, pardon. Et ça, en bleu, eh bien, je viens de représenter la somme des forces. La somme des forces vectorielles. P plus F. Voilà, là, je viens de représenter le P plus F. Bon, F de O sur F. OK? Et donc, on voit que ce vecteur qui est là, qui fait 0,5 cm vers le haut, bon, en réalité, en newton, ça correspond à combien? On le sait, ça, ou pas? Ça fait 400 newtons. Exactement. Comment on sait que ça fait 400 newtons? 1600 plus 1200. Plus? Moins. Moins. Moins 1. Là, on fait une soustraction. Oui, moins. On est d'accord. Donc, 1600 moins 1200, ça fait bien 400 newtons. Et donc, 400 newtons, avec l'échelle, ça correspond aussi à 0,5 cm. Donc,
on a une force vers le haut qui fait 400 newtons. Le jetpack, lui, il était conçu pour faire une force vers le haut de 1600 newtons, mais il faut bien, eh bien, si vous voulez, s'opposer au poids. Donc voilà pourquoi la force vers le haut, finalement, elle ne sera que de 400 newtons. Et finalement, que peut-on déduire sur la nature du mouvement et le vecteur vitesse du point G? Qu'est-ce qu'on peut déduire là d'après ce qu'on a appris? Bah, que le mouvement il est par rectiligne uniforme. D'accord. Le mouvement n'est pas rectiligne uniforme parce que la somme des forces n'est pas nulle. Et que le vecteur vitesse il varie. Et que le vecteur vitesse varie. Voilà. Donc, si le mouvement au démarrage il est vertical, on peut supposer que le mouvement peut rester rectiligne, mais en tout cas, il ne sera pas uniforme. D'accord? Alors, s'il n'est pas uniforme, ça, c'était pas demandé, mais c'est juste pour voir un petit peu votre intuition. D'accord, le mouvement, il peut être rectiligne, il ne sera pas uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse va changer. À votre avis, elle va diminuer ou elle va augmenter si on reste dans cette situation-là? À votre avis, le mouvement, il va être du coup accéléré ou il va être ralenti, d'après ce qu'on voit sur ce schéma? Accéléré. Il va être accéléré. Il va être accéléré parce qu'en permanence, il y a une force. Et la force, elle est plus forte au-dessus, donc dans tous les cas, ça va accélérer. Voilà, on a une force dans la somme des forces, elle est vers le haut. Et donc, cette force totale vers le haut, elle va faire que le vecteur vitesse va devenir de plus en plus grand, mais vers le haut. Là, ce que je suis en train de raconter, c'est pas au programme de seconde. On voit ça plutôt en première. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler après. Voilà, ensuite, vous aviez l'exercice suivant dans l'ordre. C'était donc le 16. Alors, là, nous avons un ballon de basket dont le centre de gravité a été marqué à intervalle de temps régulier lors de sa phase d'ascension vers le haut. Alors, que peut-on dire du vecteur vitesse VG du centre de gravité du ballon dans le référentiel terrestre? Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Il varie. OK. Alors, c'est quoi qui varie exactement? Parce que je rappelle que les caractéristiques d'un vecteur sont C'est la norme. direction, sens, norme ou valeur. Donc oui, c'est la norme ou la valeur de la vitesse qui varie. Que peut-on déduire sur la somme vectorielle des forces exercées sur ce ballon? Elle ne se compense pas. Voilà. Et ben, si vous avez répondu à ça, vous avez juste aux questions de l'exercice. Et enfin, on avait un dernier exercice sur ce chapitre qui était le 27. Donc, première partie, on étudiait l'enregistrement petit a, qui est là, qui a été fait par un palais, avec un palais sur une table de jeu de hockey. Donc, vous connaissez tous ce jeu, et puis j'avais mis un lien dans une vidéo précédente qui vous montrait ce que c'était aussi. Et que peut-on dire du vecteur vitesse VG du centre de gravité du palais dans le référentiel terrestre pour ce premier enregistrement? Alors, je vous écoute. Il varie. OK. C'est quoi qui varie précisément? La La norme. vitesse? Ah ouais. Voilà, c'est la norme, c'est la valeur de la vitesse qui varie. Très bien. On déduire une information sur la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le palais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Elle les se forces? compense pas. Elle se compense. D'accord, elle ne se compense pas, très bien. Là, on applique encore le principe d'inertie. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le palais et les schématiser sans souci d'échelle. Alors, dites-moi ce Il y a le que... poids. Il y a le poids. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je refais un petit diagramme. La poignée, là, la poignée qu'il a fait partir. Alors, la poignée, elle fait partie du palais, non? Ah non, ah non, non. Ah, moi aussi, j'ai mis qu'il y avait la poignée. Alors, si la poignée fait partie du palais, si c'est un objet en plastique où il y a une poignée, ça va être quoi finalement? Ça va être quoi
qui est en interaction avec le palais? Si la poignée fait partie elle-même du palais. Mais la poignée, elle main. fait partie du palais. Oui, c'est la main du joueur. C'est la main du joueur sur le palais, d'accord? C'est le joueur ou la main. Ah. OK? Allez, on va dire le joueur ou sa main, peu importe. Donc, il y a le joueur qui est en interaction avec le palais. Le En joueur, contact. il ne tape pas forcément dans le palais. Comment? Le joueur ne tape pas forcément dans le palais parce que le palais, il bouge quand même, même si le joueur, il tape pas dans le palais. Ah, mais là, dans le mouvement, il a accéléré, donc il a frappé. Ah oui, oui, oui. Eh bien voilà, c'est parce que, un petit peu comme tout à l'heure, on va avoir deux cas différents. On va avoir le cas de l'enregistrement A et le cas de l'enregistrement B. Et là, on est en train de réfléchir à quelles sont les forces qui s'exercent sur le palais dans le cas où les forces ne se compensent pas. Alors, on reprend avec les forces. Il y avait la Terre, donc elle est responsable de quelle force? Le poids. Voilà. Donc la Terre, elle est responsable du poids. Là, bah, c'est lorsque le joueur est en contact avec le palais, on va dire La F réaction. de joueurs sur palais. Et Il y a l'air. la réaction de quoi? Il y a de l'air. Du coussin d'air. Oui. Il y a le coussin d'air. Si vous avez mis la table, c'est bon aussi, hein. Alors, puisque le palais il est légèrement surélevé, eh bien, c'est plutôt un coussin d'air. Ah oui, Le parce couss- qu'ils disent que le coussin d'air, ça sert à enlever les frottements de la table. Voilà. Alors, si à la place de coussin d'air, vous avez mis la table, c'est bon. Cette force, on l'appelle réaction en général, et on l'a vu plusieurs fois, on la note R. OK? Pour représenter ces trois forces et bien montrer qu'elles ne se compensent pas, le mieux, c'est de faire un dessin du palais, mais de profil. C'est-à-dire, vous dessinez la table de droite, comme ça, puis vous dessinez le palais vu de côté, donc ça fait... vu de côté, c'est probablement un rectangle, comme ceci. Puis enfin, on représente les forces qui vont s'exercer. Donc, j'ai le poids. On va tout représenter au centre d'inertie, enfin de gravité. Voilà, donc quand je dis force d'inertie, centre d'inertie, pour vous, c'est équivalent au centre de gravité, hein. On va dire que là, pour l'instant, on peut dire les deux. Donc, il y a le poids, il y a la réaction. Est-ce que je vais faire des vecteurs de même valeur pour P et R? Sauf qu'il y en a un qui va vers le haut, il y en a un qui va vers le bas. Est-ce que je dois faire des vecteurs de même valeur ou pas? Parce que là, c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Mais est-ce que c'est important ou c'est pas important? Est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus? Bah, si le palais, il touche pas la table, ça veut dire que le coussin d'air, il est plus important. Mais est-ce que le palais il est en train de décoller vers le haut? Ah Non. non. Donc voilà, en fait, comme il n'y a pas de mouvement suivant la verticale, une fois qu'il est stabilisé, le palais, il ne s'écrase pas vers le bas ou il arrête de monter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que s'il n'y a pas de mouvement selon l'axe vertical, on peut prévoir que ces forces P et R ont la même valeur. Mais ça, c'est encore quelque chose que vous verrez plus tard. Donc là, si vous voulez, on prend un petit peu d'avance par rapport à ce que vous ferez en première. Et la force exercée par le joueur sur le palais, ça va être une force, ça dépend, vers la droite ou vers la gauche. Mais en tout cas, horizontale. On est d'accord? Et donc là, on a la force exercée par le joueur. Je mets J sur le palais, qui est notre système. Et on voit bien que l'ensemble des forces ne se compense pas. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la seule façon d'expliquer que les forces ne se compensent pas. Parce que dans le deuxième cas, où là on voit qu'on a quel type de mouvement? Rectiligne uniforme. Exactement. Dans le deuxième cas, on a un mouvement rectiligne uniforme. Donc ça veut dire quoi pour les forces? Qu'elle se compense. Qu'elles se compensent. Eh bien, si les forces se compensent, au contraire de tout à l'heure, ce schéma ne convient plus. Donc, moi je vais utiliser la gomme. Et ça se compense pas parce que sinon le palais il bougerait pas, Alors, c'est ça?
Tu veux dire pour l'enregistrement A ou B? Pour ce que vous avez fait là, pour Oui. le schéma, si les forces elles se compensent, le palais ne bouge pas. Ah, d'accord. Alors non, ça c'est le truc qui n'est pas intuitif dans le principe d'inertie. Je vais utiliser la gomme, voilà. Là, j'ai les forces qui se compensent. C'était Johan qui posait la question, hein? Ouais, Oui. d'accord. Donc là, j'ai les forces qui se compensent sur mon schéma. C'est-à-dire que le joueur ne touche plus au palais. Voilà, j'efface cette interaction-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que tout recommencer. Voilà, là, c'est la deuxième situation. On est d'accord? Le principe d'inertie nous dit que si les forces sur un système se compensent, eh bien, il y a deux possibilités. C'est ça qui n'est pas très intuitif. La première possibilité, c'est qu'il y a immobilité. Donc, s'il y a immobilité, ça veut dire que le vecteur vitesse, eh ben, il est nul. Il n'y a pas de vitesse. Mais il y a une deuxième possibilité pour cette situation dans le cadre du principe d'inertie. Si les forces se compensent sur un système, il y a un cas, c'est peut-être le cas le moins intuitif, eh bien, le système peut avoir un mouvement quand même, mais ça sera un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que VG va être un vecteur constant. D'accord, Johan? Est-ce que tu as compris? Oui, monsieur, j'ai compris. D'accord. Somme des forces, là, c'est bien nul. Pourtant, le palais avance et on l'enregistre. Il a bien un mouvement D'accord. rectiligne uniforme. Donc, dans le D'accord. principe d'inertie, quand les forces se compensent, ça a toujours un mouvement rectiligne uniforme. Ou immobilité. Ou nul. Voilà, soit l'un, soit l'autre. Mais s'il bouge, c'est forcément avec un mouvement rectiligne uniforme. Ok. D'accord? Il n'y a pas de questions sur, sur ça? Non? Alors, du coup, on a fini le chapitre sur le principe d'inertie et sa contraposée et sur les forces. Et du coup, on a aussi fini cette partie sur la mécanique. Donc, dans votre livre, c'était 3 chapitres. Moi, je l'ai fait en 2 chapitres, dont le dernier, là, qui était un peu gros, mais j'avais pas envie de dissocier le principe d'inertie avec les forces parce que c'est vraiment relié. Et on va attaquer par une activité. Donc, je vous avais demandé de regarder ça. On va attaquer par une activité, page 212, le nouveau chapitre qui va parler de son. Donc, je vous avais demandé de réfléchir à une petite activité et puis, comme d'habitude, après, on fera le cours qui vient là-dessus. Mais l'activité, ça permet, si vous voulez, de un peu débroussailler toutes les nouvelles connaissances et également ce que vous saviez du collège. OK? Donc, on avait ces documents, différents documents, il y en avait 4, et on nous demandait dans la première question d'indiquer le domaine de fréquence des sons audibles par l'être humain. Alors là, il fallait se référer au document 1. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez répondu? Grave, médium et aigu. C'est de 20 Hz à 20 000 Hz. Oui. Là, si on relit bien, la question, c'est vraiment le domaine des fréquences qui nous intéressait. Est-ce qu'on peut dire de 20 Hz à 20 kHz? Exactement. Voilà, c'est ce qu'on va dire d'ailleurs. C'est ce qu'on va dire. Après, monsieur, je crois qu'en moment, on avait vu aussi, en troisième, que Oui. les humains, on va dire un peu plus âgés, ils n'entendent plus à 20 000 Hz. En fait. Ouais. Donc, Ouais. ils entendent à, je sais pas, 17 000. Comment? J'entends pas ce que tu dis. Les humains, on va dire un peu plus âgés, et ben, ils entendent plus à 20 000 Hz. J'entends pas ce que tu dis. C'est trop aigu. Allô? Ouais, c'est trop aigu. J'entends pas ce que tu dis. Ah bon? Attendez. Je suis trop On dit vieux. qu'au fur et à mesure du temps, les personnes âgées, elles vont pas entendre jusqu'à 20 000 Hz et qu'elles vont peut-être s'arrêter à Ouais. 17 000. Et oui, j'entends très bien. Je vous fais marcher. C'est que ce que Ça veut tu rien dis. dire, parce que moi j'entends que jusqu'à 15 000. Je vous fais marcher, tu t'es fait avoir. Non, alors oui, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est le domaine audible pour les humains. On peut dire entre 20 Hz et 20 kHz. D'ailleurs, ce serait plus logique de dire 20 kHz parce que ça
correspondrait à 2 chiffres de précision, alors que la 20 000, ça fait finalement 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Or, la frontière entre les sons audibles et inaudibles, après on parle des ultrasons, elle n'est pas précise à 1 Hertz près, c'est environ 20 kHz. Donc finalement, je préfère même la réponse de Clara qui disait est-ce qu'on ne peut pas mettre 20 kHz? 20 kHz, ça me plaît mieux parce que ça veut dire que c'est environ 20 kHz. Ce n'est pas précis à 1 Hertz près. D'ailleurs, le 20 qui est là, il n'est pas précis non plus à 1 Hertz près. C'est environ. Et en plus, c'est facile à retenir, 20 kHz. Et effectivement, c'est Yolande qui posait la question. Quand on vieillit, il y a cette fenêtre qui se rétrécit par la droite. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'expérience. Vous voyez, je vous donne des petites expériences à faire. Vous pouvez faire l'expérience. Ça va être facile de trouver ça sur une appli. On l'avait fait l'année dernière en musique, nous. Vous l'avez fait en musique? Eh ben, ouais. On devait fermer les yeux et lever la main quand on entendait le son hyper aigu. Ah oui, donc moi j'avais fait un repas de famille aussi avec mes grands-parents et tout, et c'était les plus petits qui entendaient le plus longtemps. Exactement. Et le son, il provenait d'où lorsque tu avais fait ton repas de famille? D'une application? Ouais, du téléphone. Ouais, du téléphone. Une application pour avoir des bruits, des ultrasons. Ceux qui n'ont jamais fait cette expérience, vous pouvez essayer de le faire. Trouvez une application qui émette des sons et qui affiche la fréquence. Et testez-vous. Regardez jusqu'à combien vous pouvez monter. Et puis après, testez vos parents. Et vous verrez s'il y a une différence ou pas. Alors, vos parents, ils ne sont pas très vieux non plus. Peut-être qu'au lieu d'arriver à 20 000, ils arriveront peut-être à 15 000 ou 16 000. Donc, essayez de faire l'expérience et puis vous me donnerez des nouvelles. D'accord? Il y avait une deuxième question qui était nommer le type de signaux sonores émis par les dauphins. Document 1 et document 2. Alors, qu'est-ce que... je ne vais pas changer le document 1, je vais le laisser à l'écran. Le document 2, eh bien, je l'ai sous les yeux. On nous parle des thérapies du bien-être avec les dauphins. On nous dit que les dauphins émettent des signaux sonores compris entre 100 kHz et 250 kHz. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le type de signaux émis par les dauphins? Il y a une partie qu'on n'entend pas. Et il y a une partie qu'on entend? 100 kHz. Non, même pas en fait. Même pas en fait. Hein. 100 kHz, pardon, ça commence bien après 20 kHz. Donc, ça... Il émet que des ultrasons. Donc, il émet que des ultrasons. Alors, en réalité, vous avez tous déjà vu des dauphins en vrai ou à la télé. Le dauphin, il est aussi capable d'émettre des sons complètement audibles. Hein. Un dauphin, c'est aussi capable de faire des sons audibles. Mais sinon... Pas pour se repérer qu'ils utilisent des ultrasons plutôt? C'est possible. Donc, ça, c'est les dauphins. Oui, c'est comme un radar. Utilisent ceci. Donc, ça, dans ce que vous mentionnez, ça s'appelle l'écholocation, en fait. C'est intéressant. Et on aura l'occasion, oui, voilà, c'est comme un sonar. On aura l'occasion d'en reparler. Justifier que l'enregistrement du document 3, alors là, je vais quand même passer, là, je vais revenir au document 3. Donc, justifier que l'enregistrement du document 3 correspond à un signal périodique. Et le document 4 lui-même vous donne la définition d'un signal périodique. Donc, je vais la lire parce que ça m'évitera de mettre tous les documents à l'écran. Le document 4 était la définition d'un signal périodique, c'est-à-dire un signal périodique est constitué d'un motif élémentaire. Et il y avait une petite étoile pour nous dire ce que ça voulait dire. Un motif élémentaire, c'est la plus petite partie de la courbe qui se répète, identique à elle-même à intervalles de temps égaux. Alors, dans ce même document, on nous donnait la définition de la fréquence. La fréquence f d'un signal périodique, exprimée en Hertz, correspond au nombre de motifs élémentaires par seconde. Alors, d'abord, question 3A. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que cet enregistrement correspond à un signal périodique? Parce qu'on voit que ça se répète en fait. Oui, on voit qu'on a un signal qui se répète
de façon identique à Identique. intervalles de temps réguliers. Donnez le nombre de motifs élémentaires visibles sur ce signal. Alors, le motif élémentaire, là, c'est moi qui vais vous le montrer parce que ça va être un petit peu dur à distance, comme ça, que vous me le décriviez. Le petit, là, entre le Il y en a deuxième. Là. deux, non? Alors, je vais le surligner. Il suffit de regarder. En fait, il suffit de surligner ce qui se répète. Donc là, je vais surligner en vert. Et vous me direz stop. Voilà comment on peut travailler à distance. Vous me direz stop quand vous estimez que j'ai parcouru tout le motif élémentaire. Alors, je ne peux pas faire un truc très régulier. Stop. Donc, c'est le plus petit motif qui va se répéter identiquement. Donc là, je m'arrête là parce que si je continue, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et pour répondre à la question, eh bien, on le parcourt combien de fois sur cet enregistrement? Une fois et demi. 2 fois et quelques, d'accord? Donc 2 fois entièrement et une partie du troisième. En déduire la fréquence de ce signal sonore. Alors là, je voudrais savoir comment vous avez fait. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver ça, la fréquence de ce Je vais faire signal? un calcul, non? Oui, alors, je vous écoute. Quelqu'un l'a fait le calcul? Comment on Ouais, fait? moi je l'ai fait, mais je suis pas sûre. Eh bien, c'est pas grave. Allez, vas-y, explique-nous ce que tu as fait. Alors, moi j'ai dit que delta t c'était égal à 4,6 mètres par seconde. Oh là, t'es sûr que c'est des mètres par seconde? MS? C'est quoi cette unité là? Ah oui, non. Millisecondes. Non, millisecondes. Oui, ce sont des millisecondes, d'accord. Donc, tu me disais, delta t est égal à combien, tu disais? 4,6. Alors, 4,6, c'est là. OK. Oui. Et ce delta t là que tu as mesuré, qui est donc cette durée-là, puisque l'axe horizontal, l'axe des abscisses, c'est bien un axe des temps. T, c'est le temps. Et donc ça, c'est une durée que tu peux appeler delta t si tu veux, d'accord? Et d'accord, 4,6 millisecondes. Alors écoute, et ensuite, qu'est-ce que tu fais alors? Je t'écoute. Alors, eh ben, on devait calculer t, là. J'ai dit qu'on cherche t. Oui. Donc on fait delta t divisé par 2. Très bien. Parce que comme ça fait une fois le schéma élémentaire. Donc, l'idée, c'est qu'il faut d'abord trouver la période. La période, c'est le temps que met le signal à faire un motif élémentaire, donc c'est ici. OK? Alors là, on pourrait dire, bah moi, je vois 2,3 millisecondes. Oui, c'est ça. C'est ce que tu trouves aussi. Alors, Oui. pourquoi est-ce que la méthode de Clara, elle est plus précise que ce que je viens de faire? Si je résume, Clara, elle a dit, je vais mesurer delta t, et je trouve que, eh bien, ça fait 4,6 millisecondes, mais que, comme cette durée correspond à 2 périodes, parce que là, il y a 2 motifs qui sont représentés, je vais diviser par 2 et j'aurai la période. Pourquoi est-ce que c'est plus précis de faire comme ça, comme Clara a fait, que dire, bah, moi, je vois directement que la période, c'est 2,3, parce que là, je vois qu'il y a 2,3 millisecondes. Pourquoi c'est plus précis de faire comme Clara a fait? Parce que 2 fois, ça un peu vérifie la première. Oui. Je sais pas si vous voyez Par ce le que je veux dire. calcul. En fait, c'est plus précis. Voilà. Si vous avez l'occasion de mesurer plusieurs périodes, ça sera toujours plus précis que d'en mesurer une seule. Donc, si on avait la possibilité d'en mesurer 10 des périodes, eh ben, on aurait mesuré les 10 périodes et puis on aurait divisé par 10. Et ainsi de suite. Si vous aviez pu en mesurer 5, vous auriez mesuré les 5 périodes et vous auriez divisé par 5. Après, ceux qu'on mesurait directement ici, 2,3 millisecondes, bon, bah, c'est bien aussi. Hein, c'est bien aussi. Surtout que vous ne saviez pas encore cette histoire de précision. Alors là, on n'a pas fini, il nous faut la fréquence. Oui. Alors, comment tu as fait, Clara? Après, j'écris, donc comme on cherche la fréquence, on cherche f. Oui. Et donc j'écris que f, c'était égal à 1 sur le temps. D'accord. Est-ce que cette formule,
F est égal à 1 sur T. Alors, plutôt que le temps, on va dire la période. Est-ce que cette formule, vous l'avez vue au collège? Je sais pas, hein, non. Non? Moi, je l'avais pas vu. Moi, je l'avais pas vu. Non. D'accord. Eh bien, on verra cette formule qui nous définit la fréquence en fonction de la période. La période doit s'exprimer dans cette formule en secondes, obligatoirement. Et la fréquence, alors quelle est son unité? En Hertz. Voilà, on l'a vu dans le document pour la gamme de fréquences audibles, on a vu que c'était des Hertz. Donc, si T est en secondes, vous aurez F qui est en Hertz. Et donc, pour le calcul, ça donnait quoi du coup? Ça donnait 1 sur, du coup, c'est 2,3. Mais comme c'est des millisecondes, ça fait fois 10 puissance moins 3. Très bien. Et du coup, ça donnait 4,3 fois 10 puissance 2 Hz. Du coup, la fréquence du signal, c'était 4,3 fois 10 puissance 2. Très bien. Alors, si on fait le calcul, on trouve 435 Hz. Voilà. Et si on veut l'exprimer avec deux chiffres significatifs comme tu as fait, Clara, ce qui est bien, hein, parce que là, il n'y a que deux chiffres significatifs. Donc, si on veut faire attention aux chiffres significatifs, par contre, quand il y a un 5 ici, on arrondit au nombre supérieur. Donc, si tu veux exprimer ça à deux chiffres significatifs, du coup, tu devrais plutôt dire 4,4. Oui, 4,4. Mais c'est bien d'avoir eu l'idée d'arrondir. 4,4 10 puissance 2 Hz. Parce que sinon, il y a une autre définition de la fréquence. Et elle a été donnée dans le document. Voilà pourquoi je te pose la question. Elle a été vraiment donnée dans le document. Précisément, le document 4. On vous disait que la fréquence, ça correspond aussi au nombre de motifs élémentaires par seconde. Au nombre de motifs. Oui, Oui. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, explique-nous comment tu as fait pour exploiter cette information. Mais j'ai dit qu'un motif, c'était 2,3 millisecondes. Pardon. Ouais, oui. Et donc, j'ai fait 1000 divisé par 2,3. 1000 millisecondes pour une seconde. Et ça donne 435 motifs, donc 435 Hz. Très bien. En fait, on peut aussi faire une proportionnalité. Alors, après, on va comparer les deux méthodes. Je répète ce que votre camarade a dit. On nous dit que la fréquence, c'est aussi défini par le nombre de périodes, le nombre de motifs en une seconde. Nous, on sait que, eh bien, pour faire un motif, il faut, on l'a dit d'après la question d'avant, 2,3 millisecondes. D'accord? Donc, la question, c'est, eh ben, combien de motifs on aurait? Je mets X, par exemple. Mais en fait, X, ça va être la fréquence. Combien de motifs j'aurais si je prenais une seconde? Et donc, vous voyez bien que si vous faites un produit en croix, ça revient à faire X est égal à 1 divisé par 2,3, 10 moins 3, comme on l'a ici. Donc, les deux définitions sont équivalentes. La plus facile, c'est une formule qui est assez facile à retenir, c'est que F est égal à 1 sur T. D'accord? Mais ça correspond aussi, effectivement, au nombre de, de motifs répétés par seconde. C'est bon, vous avez compris? Alors, oui. Maintenant qu'on a la fréquence qui vaut 435 Hz, on nous demandait de qualifier ce signal sonore par rapport au document 1. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le mettre dans les sons audibles ou pas? Oui. Oui, parce que 435. Il est compris entre 20 et 20 000 Hz et 20 kHz. Voilà, très bien. C'est médium. Très bien. Donc 435 Hz, c'est bien compris. C'est bien compris entre 20 Hz qui définit la limite avec les infrasons. Alors les infrasons, c'est des sons tellement graves que nous, on ne peut plus les entendre avec nos oreilles. Les éléphants ou les gros mammifères peuvent entendre des infrasons, mais nous, on ne peut pas. Et c'est nettement inférieur à 20 kHz qui est la frontière avec les ultrasons. Et effectivement, si vous voulez détailler un peu plus, ça fait partie des sons médiums.
Exact. Et quatrième question. Rappelez la valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore, donc la vitesse du son, en fait, dans l'air à 20 degrés. C'est Alors, 340 mètres par seconde. Non? Oui, si on vous dit de le rappeler, c'est que vous êtes censé l'avoir vu au collège. Je ne sais pas si vous deviez le savoir par cœur, mais normalement, au collège, vous avez vu que le son se propageait à une vitesse de 340 mètres par seconde. Mais ça dépend de la température. Donc, c'est pour ça que dans le texte, on nous disait à 20 degrés Celsius. D'accord? Ça augmente légèrement avec la température. C'est-à-dire que si la température est plus élevée, ça sera une valeur un peu plus grande. La comparer à celle de l'eau. Alors ça, c'est dans l'air. Je peux trouver dans l'eau. Alors dans l'eau, en fait, c'était écrit dans le document. Il fallait 1500 millisecondes. Oui, c'était juste en dessous de la photo avec le dauphin. Dans l'eau, c'est 1500. Donc c'est plus ou c'est moins? Ben, c'est plus. 1500 mètres par seconde. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi dans l'eau, le son se propage beaucoup plus vite que dans l'air? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de molécules? Oui, il y a beaucoup plus de molécules. Et que dans l'eau, c'est bien structuré, je crois. Ben, en fait, c'est surtout ce que tu as dit en premier, c'est que comme il y a beaucoup plus de molécules et que, en fait, elles se touchent, dans la matière liquide, on a une matière qui est plus dense, c'est-à-dire que les molécules se touchent. Eh bien, le son, en fait, on verra que c'est une propagation d'une perturbation. C'est comme une vague. Et bien voilà, c'est une propagation d'une onde, et une vague, c'est une onde aussi. Eh bien, c'est une propagation qui va se faire de proche en proche. Et si forcément, et comme dans un liquide, les molécules se touchent, eh bien la perturbation va se propager plus vite. Alors que dans l'air, c'est un petit peu différent. Et vous avez d'ailleurs dans l'activité 2 de votre livre une explication de comment ça se passe dans l'air. Et dans le document 3, c'est l'activité 3, il y a une expérience que vous pourrez peut-être faire si vous avez tous des écouteurs. Tout le monde a des écouteurs? Oui. Il faut vraiment des écouteurs, pas un casque. Il faut des écouteurs qui puissent se séparer. Et vous verrez que page 214 du livre, alors ça, je ne vais pas vous obliger à le faire, hein, c'est si vous êtes intéressé. Il suffit de une paire d'écouteurs, de télécharger sur l'ordi ou sur la tablette un logiciel que vous connaissez sûrement déjà qui s'appelle Audacity. Et avec ça, vous êtes capable de faire un TP, activité à la maison, un TP qui va, ni plus ni moins, mesurer la vitesse du son dans l'air. Donc avec une paire d'écouteurs, même basique, que vous branchez sur votre tablette. Je ne sais pas si on peut brancher des écouteurs sur une tablette du coup. Oui. Oui, vous pouvez. Donc avec une paire d'écouteurs, votre tablette ou un ordi, plus le logiciel Audacity qui est gratuit, eh bien vous pouvez faire une expérience qui vous permet de retrouver la vitesse du son. Du coup, pour aujourd'hui, on a fini.